Comment viabiliser la chaîne des valeurs du bois durable en Afrique, précisément dans le bassin du Congo? C'est la question qui fera l'objet de ce nouveau numéro de l'environnement et nous, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Un seul invité sur ce plateau, il s'agit de monsieur Jean Bakouma. Il est directeur adjoint production et consommation durable au Fonds mondial pour la nature en France. Bonjour monsieur Jean. Bonjour. Comment vous sentez-vous sur le plateau de King 24 Télévision? Ça va, je suis très heureux. Merci de votre invitation. Tout le plaisir est pour nous également de vous recevoir sur ces plateaux. Le WWF France, en collaboration avec la FAO, ont évalué tout récemment la chaîne des valeurs du secteur de foresterie durable dans le bassin du Congo, précisément dans le pays lié au processus RED. Alors, pour essayer un peu de poser les choses, comment expliquez-vous le concept chaîne des valeurs? Très bien, merci de votre question. Avant d'expliquer le concept de chaîne de valeur, j'aimerais revenir un peu sur le contexte qui a mené la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui est basée en Italie, et le WWF à travailler sur ce sujet de chaîne de valeur. C'est que quand vous prenez le massif forestier du bassin du Congo, vous avez environ 50 millions d'hectares de forêt qui sont donnés à l'exploitation forestière, dont seulement à ce jour 5 millions peuvent être considérés comme gérés durablement. Donc il y a un souci, et ce d'autant plus que cette performance a été acquise au bout de 10 ans d'efforts. Alors un autre problème qui se pose dans ce massif, c'est que les progrès en termes de réduction du bois illégal ne sont pas encore visibles, alors que les pays sont engagés dans des accords de partenariat volontaire avec l'Union européenne pour rendre le bois illégal complètement inaccessible au marché européen. Les deux effets se sont liés et aujourd'hui on voit un ralentissement des progrès de la durabilité forestière. Donc il y a un vrai problème, un souci de la façon dont il faut gérer les forêts dans le bassin du Congo, d'où notre nouvelle approche, qui est l'approche chaîne de valeur. Et que comprendre de cette approche? Alors, l'approche chaîne de valeur a la particularité de sortir un peu de ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire de focaliser l'attention au niveau de la concession forestière pour prendre en compte davantage les interactions entre tous les acteurs qui sont impliqués dans la question forestière. Autrement dit, on se pose la question, quelle est la valeur du forestier, quelle est la valeur de l'État, quelle est la valeur des populations locales, quelle est la valeur des ONG lorsqu'on parle de la gestion durable des forêts et comment optimiser les interactions entre tous ces acteurs pour que chacun y trouve sa valeur. C'est ça l'approche chaîne de valeur que nous avons développée en s'attaquant à trois choses. D'abord, les goulots d'étranglement, parce qu'il y a des goulots d'étranglement dans cette chaîne de valeur. Dans le premier de ces goulots, c'est la gouvernance. La gouvernance forestière, aujourd'hui dans le bassin du Congo, n'est pas considérée comme étant des plus intéressantes. Autrement dit, la loi n'est pas efficacement appliquée. Donc ça, c'est un souci. Et aussi, on a un deuxième goulot d'étranglement qui est l'inefficacité de l'outil industriel. En moyenne, dans la sous-région, il faut 3 mètres cubes de grumes, c'est-à-dire de bois brut, pour faire 1 mètre cube de bois scié. Donc il y a des pertes de 70% qu'on ne récupère pas. Donc on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire des progrès si en même temps l'industrie n'a pas des rendements intéressants. Et enfin, le troisième goulot d'étranglement, ce sont les investissements. Les investissements dans le secteur productif ne sont pas assortis des critères de durabilité, des critères environnementaux et des critères sociaux. Les 3 goulots d'étranglement méritent d'être démolis. C'est ce que nous proposons dans la chaîne de valeur et ce sera la stratégie. Et là, vous venez de recenser les goulots d'étranglement qui font que le progrès dans les secteurs de foresterie durable en Afrique ne puisse pas être trop remarquable par rapport à d'autres massifs forestiers. Mais bon, vous travaillez dans cette approche. Comment vous essayez alors de changer les choses pour que les secteurs soient un peu rapporteurs? Très bien. Effectivement, aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, notre chaîne de valeur, comme nous l'avons décrite avec ces goulots d'étranglement, c'est une chaîne de valeur axée marché. C'est le marché qui nous dicte ce qu'il faut faire. Regardez, depuis des années, le marché européen était le marché traditionnel des bois africains. Dès lors que l'Europe a mis sa réglementation de n'accepter que du bois légal,
les opérateurs en Afrique ont commencé à aller vendre leur bois en Asie, en tout cas dans des marchés peu exigeants. Donc en suivant les marchés, on risque de rester à ne vendre que des produits de faible valeur ajoutée et des produits qui sont moins durables. Donc notre approche, c'est d'inverser la chaîne de valeur. Plutôt que de suivre la demande de marché, on veut agir sur l'offre, c'est-à-dire sur le produit, de telle sorte que dès le départ de la forêt, le produit bois doit venir d'une forêt gérée durablement, il est transformé avec une plus grande valeur ajoutée, et c'est à ce moment-là que c'est l'offre qui va imposer au marché et non de suivre seulement la demande de marché. C'est ce que nous proposons dans notre stratégie. Et le bassin du Congo compte pratiquement 6 pays, mais dans votre approche, vous vous focalisez sur 3 pays uniquement. Il s'agit là de la RDC, le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Pourquoi avez-vous porté ce choix uniquement sur ces 3 pays? Oui, absolument. Aujourd'hui, l'étude est focalisée sur 3 pays parce que d'abord, ce sont des pays qui sont engagés dans le processus REDD+, comme vous l'avez rappelé. Et la deuxième chose est que les pays comme le Gabon et la RCA, qui font partie du bassin du Congo, n'ont pas adressé cette demande auprès de la FAO. Donc dès que ces pays vont faire cette demande, la FAO va les intégrer dans le processus d'analyse de leur chaîne de valeur. Parce que ce que l'on vise en dernière instance, c'est de proposer aux autorités de la sous-région un plan quadriennal de développement de la chaîne de valeur. Et ce plan quadriennal va en fait amener les gouvernements à s'insérer dans un processus de discussion multi-parties prenantes, de sorte que les interactions stratégiques dont on a parlé au début puissent être optimisées. Donc c'est une approche intéressante parce que ça va redonner un rôle, ça va amplifier le rôle de l'État, mais un rôle amplifié dans la collaboration avec les autres parties prenantes et sortir des postures d'opposition ou de postures où on dicte, où on impose les règles. Ça ne peut pas trop fonctionner. La preuve, c'est que dès l'instant qu'on a imposé la légalité, les opérateurs ont contourné le marché pour aller vendre dans des marchés moins exigeants. Donc je lance ici l'appel aux autorités des pays du bassin du Congo de travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes pour trouver des solutions collégiales au problème de la durabilité forestière. Et particulièrement, c'est quoi l'approche, plutôt l'apport du WWF France dans l'approche chaîne des valeurs du bois durable en Afrique? Alors l'apport du WWF France, elle est à plusieurs niveaux. D'abord, nous avons conduit les investigations, mais nous nous sommes appuyés sur notre réseau de bureaux. Nous avons un bureau ici en RDC qui a travaillé dans la collecte de données, a organisé les tables rondes avec les parties prenantes clés. Nous avons un bureau au Cameroun qui a fait le même travail. Et moi, j'ai eu comme rôle de coordonner et d'analyser la situation. Donc aujourd'hui, c'est un travail pas seulement du WWF France, mais de l'ensemble du réseau WWF France qui a la maîtrise des questions de gestion forestière, des questions d'intégration des populations, des questions de certification forestière. Et l'approche chaîne de valeur va redonner à la certification forestière des nouvelles couleurs, c'est-à-dire d'aller au-delà du produit bois pour intégrer les autres valeurs comme les services écosystémiques. Il faudrait que les gens comprennent que quand le bois est certifié, derrière cette certification, il y a les populations, il y a la biodiversité. Et l'approche chaîne de valeur permettra mieux de comprendre ces aspects qui aujourd'hui sont passés sous silence dans le marché tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et dans cette approche, vous travaillez en collaboration avec la FAO. À quel niveau se situe sa contribution? La contribution de la FAO, c'est d'abord l'appui financier. Il y a un appui financier de la FAO. Il y a les orientations. La FAO donne des orientations. Et la FAO a développé une approche qu'on appelle là-bas un bois durable pour un monde durable. Et l'approche chaîne de valeur, en fait, est une contribution de cette initiative de la FAO. Je le disais tantôt, le WWF France, avec la FAO, avait organisé un atelier où les parties prenantes qui travaillent sur la question de la foresterie durable, précisément qui suivent de près la question de REDD+, y étaient conviés. Et l'objectif global de ces travaux, c'était quoi exactement? Alors effectivement, on ne pouvait pas faire ce travail sans intégrer ceux qui travaillent dans la stratégie nationale REDD+. C'est d'ailleurs un focus important. Pourquoi? Parce que cette stratégie REDD+, a pour but de tracer des trajectoires de durabilité et d'utilisation des terres, de telle sorte qu'on puisse savoir que si on utilise nos terres forestières selon cette trajectoire,
on rejette moins d'émissions ou plus d'émissions. Or, l'objectif, c'est de rejeter moins d'émissions, mais tout en utilisant les terres forestières. Donc, utiliser la chaîne de valeur comme approche, c'est nécessairement intégrer ces aspects d'utilisation des terres de façon que l'économie forestière soit une activité rentable. On ne peut pas faire de l'économie forestière en se focalisant seulement sur les aspects de conservation, mais plutôt utiliser ces aspects de conservation comme étant des intrants, des inputs au développement forestier et donc au développement économique. C'est très important de souligner ces aspects-là parce que la forêt est un des secteurs qui contribue au développement économique et dans un pays comme la RDC, cette contribution reste faible parce que le secteur informel est trop important. On a comptabilisé, par exemple, on a estimé à peu près à 300 millions d'euros de revenus générés par le secteur forestier en RDC, mais ces 300 millions passent entre les mailles et ils ne sont pas totalement capturés par l'État. Et l'approche chaîne de valeur permet plutôt d'éviter ce genre de choses, à proposer des initiatives qui vont faire que le secteur informel devient moins attractif que le secteur formel. Et c'est quoi les avantages de cette approche chaîne de valeur pour la RDC qui fait également partie des pays qui sont impliqués dans l'évolution de ce processus? Alors là, vraiment, pour la RDC, cette approche a beaucoup d'avantages parce que d'abord ça va faciliter le dialogue. Au lieu d'être dans une posture de confrontation entre les parties prenantes, là on sera dans un dialogue collaboratif, dans un dialogue de recherche de solutions collégiales. Ça fait un grand changement que de rester dans une posture où il y a un qui impose et les autres doivent accepter. Très souvent ça ne marche pas parce qu'on a tendance à contourner ce qui est imposé. L'approche chaîne de valeur va plutôt amplifier le rôle de l'État dans une perspective qui est attendue et qui est acceptable pour les parties prenantes. Donc, c'est de gros avantages que dans un pays comme la RDC, que l'État puisse jouer ce rôle-là aux côtés des parties prenantes qui comptent pour lui. On tend déjà rapidement là vers la fin de notre émission. Est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir pour essayer de relancer, si je peux dire, les secteurs forestiers dans la sous-région africaine, le bassin du Congo précisément? Oui, c'est sur ça que nous travaillons. Les perspectives se trouvent d'abord à plusieurs niveaux. Je pense qu'il faut une stratégie qui soit défensive, déjà, dans un premier temps. Ça veut dire que les acquis qu'on a dans le bassin du Congo, il faut les préserver. Et cette stratégie doit en même temps être offensive, c'est-à-dire aller de l'avant, chercher l'impact, chercher la performance. Mais la stratégie, pour qu'elle marche, il faudrait trouver le bon moment. On ne peut pas lancer une stratégie à n'importe quel moment. Il faut trouver le bon message, c'est-à-dire quels sont les objectifs qu'on veut atteindre. Il faut trouver le bon messager, c'est-à-dire qui c'est qui doit conduire la stratégie. Et enfin, il faut qu'il y ait la mise en mouvement. Donc, c'est ce que moi j'appelle la théorie des 4 M. Il faut que ces 4 M puissent fonctionner pour que le bassin du Congo puisse retrouver toute sa force, toute sa vigueur et que sa forêt soit considérée par l'ensemble des parties prenantes à l'échelle mondiale, que c'est une forêt qui rend des services à l'ensemble de l'humanité. La stratégie des 4 M. Voilà. C'est un peu d'expliquer pour que le message soit un peu plus clair pour nos téléspectateurs. Oui, la stratégie des 4 M, c'est simple. C'est-à-dire qu'on peut avoir une bonne stratégie, mais qui ne donne pas des résultats. Parce que on a lancé la stratégie au mauvais moment. Donc une stratégie demande d'abord le bon moment. Si vous lancez une stratégie au moment des élections, ce n'est pas le bon moment, clairement, parce qu'on est occupé à autre chose. Donc ça, c'est le premier M. Le deuxième M, c'est le message. Quel est le message que vous voulez apporter? Il faut que ça soit clair, audible et que les populations, les parties prenantes s'approprient de ce message. Le troisième message, c'est le messager. Qui c'est qui doit porter le message? Donc si vous avez le bon messager, il y a de fortes chances que votre stratégie soit en échec. Et enfin, la mise en mouvement. Donc là, c'est tout le monde se met en action pour mettre la stratégie à exécution. Maintenant, messieurs, espérons que ce cadre d'analyse mis en place par le WWF France en collaboration avec la FAO pour essayer de relancer les secteurs de la foresterie durable dans le bassin du Congo va donner des bons fruits. Nous avons reçu pour vous sur ce plateau, je le disais, le directeur adjoint du WWF France, M. Jean Bakouma. Et il est spécialement chargé des questions de production et de consommation, consommation durable. Avec lui, nous avons parlé de la chaîne de valeur du secteur
de la foresterie durable dans le bassin du Congo, précisément en République démocratique du Congo, au Cameroun ainsi que au Congo-Brazzaville. C'est la fin de cette émission L'Environnement et nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.